On revient au point d'explication de départ. L'humidité, à l'intérieur de nos parois, c'est soit de la vapeur d'eau, soit de l'eau liquide. La vapeur d'eau, il n'y a jamais de problème avec elle. C'est quand elle se condense qu'il peut y avoir des problèmes. Donc c'est avec l'eau. Le problème, c'est l'eau et c'est le trop d'eau ou l'eau persistante. Parce qu'il peut y avoir des réalités de condensation dans une paroi, et vous l'avez bien amené tout à l'heure, l'habitat ancien composait avec l'humidité. C'est-à-dire qu'on a des murs qui sont éternels et qui pompent l'eau, qui recrachent l'eau, voilà. Donc il y a une logique qui se fait dans les savoir-faire, dans les techniques anciennes, et effectivement, on risque de les bousculer en intervenant sur ces parois. Alors, il y a différentes méthodes qui permettent de visualiser, de comprendre ce qui se passe. La méthode la plus connue et la plus ancienne, c'est la méthode Glaser. Donc ici, vous avez un croquis qui représente un mur, on va dire en béton ou en brique. En tout cas, vu la couleur, on va partir du principe qu'il est en béton. Il y a un plâtre côté intérieur, 20 cm ou 18 cm de béton. Il y a un isolant extérieur et il y a un parement, donc c'est un isolant, on va dire, a priori c'est de la laine de verre, et devant il y a un enduit sur isolation extérieure. Et Glaser nous trace deux courbes, la courbe du bas qui est la courbe de ce qui se passe dans le mur. Elle exprime la pression de vapeur d'eau qui se passe dans le mur. Et la courbe du haut, en bleu, c'est la courbe qui correspond au point de rosée. Donc, on rentre, pour avoir ce croquis-là, on rentre la température et l'humidité de l'air intérieur, la température et l'humidité de l'air extérieur, on rentre l'épaisseur de chaque matériau, leur comportement par rapport à la vapeur d'eau, donc leur fameux U, mu, et SD dont j'ai parlé tout à l'heure, et on rentre leur lambda. Et finalement, on a des opérations assez simples qui nous dessinent ce croquis-là. On a une norme, la NFEN ISO 13788, qui nous explique comme il faut utiliser cet outil. Et en fait, on fait ça sur les 12 mois de l'année, et si des problèmes de condensation se répètent au-delà d'un certain nombre de mois, on estime qu'il y a un risque. Donc c'est pas parce que les courbes se croisent qu'il y a risque. Si les courbes se croisent, c'est effectivement, ce sont des photos. C'est une approche statique. Et c'est une méthode extrêmement simplifiée, mais elle a 50 ans. Donc vous pouvez deviner les capacités de calcul qu'on avait il y a 50 ans. Voilà. Donc ça, c'est la méthode Glaser. Je cite souvent Claude-Alain Roulet, qui est une des références internationales de ces sujets-là, qui était prof à l'EPFL à Lausanne, qui a fait toute sa carrière, maintenant c'est un jeune retraité, il écrit des bouquins très bien, donc si vous voulez des bouquins qui expliquent la thermique dans une approche assez large, donc vous tapez Claude-Alain Roulet sur Internet et vous avez ses dernières parutions. Et lui, clairement, sur la méthode Glaser, il dit, c'est une méthode facile, pas chère, facile à utiliser. Quand elle dit qu'il y a si la méthode Glaser dit qu'il n'y a pas de problème, on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de problème. Par contre, si la méthode Glaser dit qu'il y a un problème, bon, c'est pas évident qu'il y ait un problème. Ça veut dire que les marges de sécurité sont importantes. Et par rapport à cette méthode simple, mais qui nous permet de comprendre un peu comment ça fonctionne, et de voir s'il y a des risques de condensation, et non de sinistre de condensation, mais là, savoir s'il y a un risque de condensation, eh bien, on va utiliser, ça c'est le même croquis que tout à l'heure, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Et je vous ai dit tout à l'heure que la vapeur d'eau se condensait lorsque l'air était froid. Donc avec une isolation thermique par l'extérieur, notre mur, support d'isolation, reste chaud. Qu'est-ce qui est froid dans notre mur? Ce sont les derniers centimètres côté extérieur. Donc on comprend que si la condensation se fait là où il fait froid, dans le système d'isolation thermique par l'extérieur, si par hasard il y a condensation, c'est dans les derniers centimètres. Et donc finalement, Glaser nous dit, eh bien, il faut que le parement extérieur soit très ouvert à la vapeur d'eau. Et ça, on le sait depuis 30-40 ans. C'est-à-dire que quand on a les premières opérations d'isolation thermique par l'extérieur, on avait ce savoir-là, et il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a fait des enduits
qui était ouvert à la migration de la vapeur d'eau. Et si c'est un parement ventilé, eh bien c'est le pare-pluie qui est ouvert à la migration de la vapeur d'eau. Ici, on a une image de ce qui se passerait si notre enduit n'est pas ouvert à la migration de la vapeur d'eau. Eh bien, la vapeur d'eau est bloquée côté intérieur et vous voyez que les deux courbes se croisent. Donc ici, problème de condensation, et qui dit problème de condensation dit risque éventuel dû à l'humidité. Donc par rapport à ça, Glaser nous dit, vous êtes en isolation thermique par l'extérieur, eh bien il y a une chose à respecter, que le matériau qui sépare l'isolant de l'air extérieur, il faut qu'il soit ouvert à la migration de la vapeur d'eau. Et ça, on le sait depuis le début, donc il n'y a pas de problème avec l'isolation depuis l'extérieur si on respecte cette donnée de départ. Sauf que maintenant, en 50 ans, les ordinateurs ont fait quelques progrès, et je pense que dans un smartphone, il y a beaucoup plus de possibilités de calcul que dans le fameux hangar qui a permis de fabriquer le premier ordinateur. Donc maintenant, on peut intégrer beaucoup plus d'informations, et maintenant, on renseigne l'ensemble des caractéristiques des matériaux de construction. Je vous ai parlé de capillarité tout à l'heure. Dans Glaser, on ne rentre pas à la capillarité. Je vous ai dit qu'il y avait des matériaux hygroscopiques, plus ou moins hygroscopiques. Woofy, donc le logiciel en question, renseigne le comportement hygroscopique. Avec Woofy, c'est assez pédagogique quand on travaille avec lui. On voit par exemple que le comportement de la façade sud n'est pas du tout le même que la façade nord. Pourquoi? Parce que la façade sud, dans notre hémisphère, sèche régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, il y a un grand coup de soleil dessus, donc il y a beaucoup moins de risques dus à l'humidité, parce que s'il y a souvent de la condensation, je dirais aussitôt qu'il y a un coup de soleil qui chauffe notre façade, et la façade chauffe, et notre eau condensée redevient vapeur. Par contre, il y a beaucoup plus de problèmes sur les façades à la plus battante, surtout si elles ne sont pas au sud. Par exemple, je m'amusais à faire pourrir, à un moment donné, je dirais, on voit, ça marche. À un moment donné, on dit, mais j'ai besoin de savoir quand ça ne marche plus. Et par exemple, je suis arrivé avec Woofy, à faire pourrir un mur nord à Barcelone. Un mur ouest en Normandie, un mur ouest en Bretagne. Donc là, on dit effectivement, le climat, donc c'est la façade à la pluie battante, et le climat est humide. Mais pourquoi le mur nord à Barcelone est sensible, d'après Woofy? Simplement, il pleut quelquefois sur la façade nord, et la façade nord, elle voit jamais le soleil pour ressécher. Donc vous voyez que Woofy nous apprend beaucoup plus d'informations, et si on reprend notre exemple, grâce à cette compétence, ces capacités de calcul phénoménales, si on reprend notre exemple d'isolation thermique par l'extérieur, donc celle de tout à l'heure, eh bien, Woofy nous met le doigt sur une exigence complémentaire qu'on ne savait pas calculer, on ne savait pas la mettre sous équation, et pour les plus anciens, vous savez qu'il y a eu énormément de problèmes, donc je regarde mes deux voisins, non qu'ils soient les plus anciens, mais qui travaillent dans les sinistres. Il y a eu pas mal de problèmes dans les années 70-80 sur les isolations thermiques par l'extérieur. Pourquoi? Eh bien, quelquefois dans l'année, il y a de la condensation qui se fait dans les derniers centimètres de l'isolant. Et là, c'est plus de la vapeur d'eau qui doit partir, c'est de l'eau. Et c'est pas parce que votre enduit est ouvert à la vapeur d'eau qu'il est capillaire. C'est-à-dire que Woofy nous dit, il y a une deuxième condition à respecter pour des enduits surisolants, il faut qu'ils soient capillaires en plus d'être ouverts à la migration de la vapeur d'eau. Et ça, on ne savait pas le calculer, le mettre sous l'équation, le matérialiser à l'époque. Donc finalement, c'est par l'erreur, par les sinistres, qu'on a compris le truc. Et depuis cette époque-là, eh bien, les enduits qui se font les enduits qui se font surisolants en isolation thermique par l'intérieur sont avec pas mal de chaux et moins de ciment, par exemple. Pourquoi? Parce que le ciment génère un enduit peu capillaire, et entre autres, pourquoi les enduits ciment ne sont pas adaptés au patrimoine ancien? Ce n'est pas parce qu'ils ne seraient pas perspirants. Ils sont ouverts à la migration de la vapeur d'eau, un peu moins que les enduits à la terre ou un peu moins que les enduits à la chaux. Mais ils sont perspirants. Un enduit ciment est respirant, si on prend la terminologie là. Sauf qu'un enduit ciment, la problématique, c'est pas avec la vapeur d'eau, c'est avec l'eau une fois condensée. Et l'enduit ciment n'est pas capillaire. Et quelquefois, ça pose problème parce que derrière, bloqué entre notre mur, notre isolant et notre enduit, c'est souvent de l'eau. Et donc, avec les phases gel-dégel, vous savez ce que fait l'eau, et finalement, l'eau remercie
Le mur remercie l'enduit. Il y a d'autres réalités par rapport à la dureté de l'enduit ciment, par rapport au côté malléable et du mur support, mais le problème de capillarité est prioritaire, en tout cas important. Donc Woufi nous dit, effectivement, il faut des parements extérieurs ouverts à la migration de la vapeur d'eau, mais en plus, il les faut capillaires. Donc ça, on l'a appris à notre dépens en gérant les sinistres et en voyant effectivement qu'il y a une condition qu'on n'avait pas imagée. Si on va reprendre là un autre exemple, le deuxième grand exemple d'isolation, soit on isole par l'intérieur, soit on isole par l'extérieur. Donc l'extérieur, on vient de le voir, là on va regarder l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe avec laser? Donc un croquis, c'est le même mur que tout à l'heure, sauf que là, on a mis l'isolant côté intérieur. Je vous ai dit tout à l'heure que la condensation, c'était là où le matériau est froid. En isolation par l'intérieur, la majorité de notre mur est froid. Disons, tout notre mur support est froid et une partie de l'isolant, la partie extérieure de l'isolant est froid. C'est-à-dire que les problèmes de condensation ne se font plus côté extérieur de notre mur, c'est-à-dire tout près de la porte de sortie. Je vous ai dit, la vapeur d'eau, elle pousse de l'intérieur à l'extérieur. Donc si la vapeur d'eau, elle se pose la question de se condenser presque à l'extérieur, il suffit d'ouvrir grand les portes, donc d'avoir un parement extérieur très ouvert à la migration de la vapeur d'eau, et finalement la vapeur d'eau sort de notre mur avant de condenser. Là, la vapeur d'eau condense beaucoup plus. Et les problématiques de condensation qu'on a sont très attachées à cette réalité d'isolation thermique par l'intérieur. Donc ça, c'est Glaser qui nous le dit, et Glaser, ça fait 50 ans qu'on le sait. Donc, on a su très vite imposer une condition, c'est simple, il faut et il suffit de mettre côté intérieur un matériau, une membrane, quelque chose en tout cas qu'empêche la vapeur d'eau de rentrer dans le mur. Si la vapeur d'eau rentre pas dans le mur, elle va pas condenser dans le mur. Elle n'est pas dans le mur. D'accord ? Donc, on a décidé que les risques n'existaient pas à partir du moment où on mettait un pare-vapeur côté intérieur. Et ça, c'est complètement logique. C'est complètement logique d'après Glaser et quand on est physicien des matériaux. Sauf que vous connaissez tous la réalité de chantier et on réalise là, parce qu'il y a des tests d'étanchéité à l'air, combien il est difficile de faire un bâtiment étanche à l'air, et c'est une bonne chose de faire un bâtiment étanche à l'air, sauf que l'étanchéité à l'air est beaucoup plus facile à faire que l'étanchéité à la vapeur d'eau. Donc, vu qu'on n'arrive pas à faire quelque chose qui est beaucoup plus facile que la condition à respecter pour que l'isolation thermique par l'intérieur marche, finalement, il faut se poser des questions. Et effectivement, là, on a un petit dessin qui montre qu'il y a des fuites d'air dans notre pare-vapeur. Donc, en haut, on peut penser que c'est l'adhésif qui a mal été mis. En bas, derrière la prise, désolé pour les électriciens, mais certaines fois, on oublie de mettre notre butée quand on fait des trous à la scie cloche, et hop, ah merde, j'ai percé le pare-vapeur. Et imaginez qu'il n'y ait ni l'erreur de l'électricien et que le pare-vapeur a été complètement continu en haut, la dalle, ou pire, ou en matière de flux plus important, notre plancher bois, et il y a de la vapeur d'eau qui rentre dedans, et il y a de la vapeur d'eau qui rentre dans notre mur. Voilà. C'est-à-dire que plus on va isoler et plus on va gérer correctement l'étanchéité à l'air de nos bâtiments, plus les risques dus à la condensation peuvent arriver. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut? Et là, c'est pas nous qui l'inventons, c'est les pays qui sont en avance sur nous là-dessus, et Woufi nous le dit, finalement, une membrane par vapeur, elle est plus ou moins fermée à la vapeur d'eau. Et pour que le pare-vapeur, alors je reviens simplement là, donc il y a de la condensation, si le pare-vapeur n'est pas mis à la perfection, il y a de la condensation qui se fait. Et notre mur support, on ne sait pas trop comment il se comporte par rapport à cette eau. Si par exemple c'est un mur en béton, le mur en béton qui soit humide ou sec, il a la même résistance mécanique, donc il n'y a pas de souci de tenue du bâtiment là par exemple. Mais à un moment donné, on peut se poser la question de la qualité de l'air, puisqu'on a derrière notre parement quelque chose qui est plus ou moins humide, qui croupit. D'accord ? Et le problème du pare-vapeur, tel qu'il est là, c'est que l'été, quand notre eau condensée à l'intérieur de notre mur pourrait s'évaporer côté intérieur, il ne le peut plus parce que il y a le pare-vapeur.
Donc le problème du pare-vapeur, c'est qu'il est également par évaporateur. Mais la logique du pare-vapeur, elle est complètement juste. Voilà, sauf que le pare-vapeur, il est par évaporateur et donc il ne permet pas au mur ou à l'isolant de sécher tous les étés, tous les printemps et tous les étés, si jamais il y a un besoin. Donc finalement, Woofy nous dit, par rapport à cette approche-là, que plutôt que prendre un pare-vapeur très fermé, extrêmement fermé à la vapeur d'eau, choisir un pare-vapeur peu fermé que certains appellent un frein de vapeur. Voilà. Officiellement, il n'y a pas de définition du terme frein de vapeur, mais c'est simplement sur le comportement et pour limiter les risques, qu'on soit en pisé ou en autre chose, si on est en isolation thermique par l'intérieur, eh bien, on limite forcément les risques en trouvant un comportement, donc un pare-vapeur qui n'est pas trop fermé, qui permet, s'il y a vraiment une concentration importante d'humidité de l'autre côté, qui permet au mur de sécher côté intérieur. Humidité en guise de conclusion, en attendant que les textes s'harmonisent. Le problème sur ces sujets-là, c'est que la France n'est pas en avance, et j'ose le dire, est plutôt en retard. Alors, je ne fais pas partie des gens qui s'autoflagellent en disant on n'est pas bon et les autres sont bons. Il y a des sujets techniques dans le bâtiment sur lesquels la France a été pionnière. Sur la ventilation, c'est le cas. La réglementation de 81-82 sur la ventilation était vraiment, par rapport aux autres pays d'Europe, très très en avance. Elle a plus de 30 ans et finalement, elle n'est pas si mal que ça, dans les débits imposés. Par contre, sur la problématique de l'humidité, eh bien, les Allemands sont meilleurs. Donc, nous sommes en France en train de réécrire les règles de l'art, donc j'espère qu'on profitera de la compétence qu'il y a d'accumuler derrière nos frontières. Et en attendant la réécriture de ces règles de l'art, je me permets quelques invitations en guise de conclusion pour limiter les risques. Ça veut dire qu'il faudra aller dans cette direction. Et après cette présentation-là, on pourra avoir des échanges, peut-être sur plusieurs cas typiques, en respectant cette conclusion et en voyant dans quelle direction il faut aller pour limiter les risques de condensation lorsqu'on intervient sur une paroi ancienne. Parce que le neuf, c'est très facile. Voilà, on pourra prendre des exemples sur le neuf, mais le neuf, vous respectez les grands principes de base et il n'y a pas de risque. C'est sur l'ancien qu'il y a des inconnus. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas vraiment le comportement du mur support et on ne sait pas si le mur a des remontées capillaires. Parce que les remontées capillaires fait qu'il y a beaucoup plus d'humidité dans le mur, donc ça complique tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de problème dû à la condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur de nos parois? La première chose, j'en ai parlé tout à l'heure, réaliser une très bonne étanchéité à l'air côté intérieur et poser un système de renouvellement d'air. Voilà, vous êtes en VMC ou autre chose, je sais que la VMC n'a pas le vent en poupe chez beaucoup d'acteurs, vous faites une ventilation naturelle assistée, mais en tout cas, vis-à-vis de cette problématique d'humidité, il faut qu'il y ait un débit d'air et le débit réglementaire est totalement adapté pour limiter les risques. Donc ça représente la première. La deuxième chose à laquelle il faut être attentionné, il faut que les parements extérieurs soient très ouverts à la vapeur d'eau. Et si ce sont des enduits, il faut de plus qu'ils soient capillaires. Donc effectivement, un enduit ciment en extérieur, si vous êtes sur un support ciment, c'est pas trop grave puisque votre support ciment, c'est vraiment un bon frein vapeur. Voilà. Mais sinon, si vous n'êtes pas en support ciment, on peut penser que l'enduit trop riche en ciment n'est pas adapté. Et entre autres sur l'isolant, je vous l'ai dit, il faut qu'il soit capillaire, donc il y aura un minimum de chaud. En tout cas, il y aura un minimum ou un enduit d'air, en tout cas quelque chose qui est ouvert à la migration de la vapeur d'eau et capillaire. Troisième élément, côté intérieur, choix de matériaux limitant l'entrée de la vapeur d'eau dans la paroi. Donc le fait de mettre un pare-vapeur côté intérieur est logique par rapport à cette approche qui est une approche scientifique de réalité physique des matériaux. Mais par contre, peut-être faut-il plus penser à des membranes moyennement fermées à la migration de la vapeur d'eau ou ce qui existe maintenant, des membranes hygrovariables. Donc je sais que Proclima est devant la salle là pour présenter ses produits. Il y a un produit Proclima qui est quoi en fait ? Qui est un pare-vapeur, qui n'est pas pare-évaporateur. Donc on a une membrane qui ferme, qui est très fermée l'hiver, donc qui empêche la vapeur d'eau de rentrer dans notre mur, et
cette membrane est ouverte l'été, le printemps s'ouvre, le printemps et l'été, au moment où notre mur peut s'assécher. Donc effectivement, c'est une piste intéressante pour oser intervenir sur des bâtiments sensibles avec des fortes isolations. La quatrième et dernière condition, particulièrement pour les murs anciens sujets à l'humidité. Donc j'en ai parlé, des murs anciens qui ont énormément de remontées de capillaires, effectivement, ça complique complètement la donne. Ça change complètement la donne en termes de flux d'humidité à l'intérieur du mur et de flux de vapeur d'eau à générer entre le mur et l'extérieur pour qu'il s'assèche régulièrement, ce qui était son cas avant. Donc sur les murs anciens sujets aux remontées capillaires d'une part, ou comportant des matériaux putrescibles et ou de la terre crue en rôle structurel, il faut être particulièrement attentif. Je vous ai dit tout à l'heure, un mur en béton qui a un taux d'humidité important, il garde sa résistance mécanique. Donc votre mur, votre bâtiment, il continue à tenir. Vous avez un mur en pierre, ourdé à la chaux, qui soit sec ou humide, il garde sa performance mécanique. Par contre, s'il y a des nez de poutre qui rentrent dedans, je dirais les nez de poutre peuvent pourrir. Donc finalement, les murs ne bougent pas, mais c'est le plancher. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de croiser des sinistres comme ça, mais vous pouvez aller voir actuellement la mosquée de Paris, tous les planchers sont en train d'être faits parce que les têtes de poutre ont pourri. Voilà. Et qui est vraiment un beau bâtiment. Je dirais là, c'est de la culture. Et c'est vraiment des beaux planchers qui sont tout à refaire de ce fait-là. Donc simplement un enduit ciment extérieur. Voilà. Et le fait d'avoir goudronné les trottoirs, d'avoir complètement fermé, donc vous avez de l'humidité dans le mur, elle ne peut pas sortir comme elle sortait avant, donc elle remonte, et finalement vos nez de poutre, ben, ils sont dans un espace plus ou moins humide, et tôt ou tard, ils finissent par pourrir. Alors, je vous ai dit, un mur en pierre ourdé à la chaux, qu'il soit sec ou humide, il garde sa résistance mécanique. Mais un mur en pierre ourdé à la terre, eh bien la terre n'a pas la même résistance mécanique si elle est humide ou sèche. Et donc on pense entre autres à un mur en pisé, où là c'est vraiment que de la terre crue. Donc effectivement, il y a des patrimoines qui sont plus sensibles que d'autres, et les patrimoines qui sont les plus sensibles, c'est présence de matériaux putrescibles à l'intérieur des parois, présence de terre crue en matériaux structurels. Humidité, suite F1, par vapeur, frein de vapeur, paroi perspirante. Alors simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de définition du frein de vapeur. Et donc officiellement, il n'y a que des par vapeur. Donc peu importe, on peut dire tout appelé par vapeur, enregistré, qui a une grandeur, qui signifie, qui permet de savoir si votre par vapeur, il est très ouvert ou il est complètement fermé à la migration de la vapeur d'eau, c'est le SD. Donc je vous donne quelques repères par rapport à l'utilisation, à la définition de ce qu'on utilise en France, de ce qu'on appelle un frein de vapeur. Donc un frein de vapeur aurait un SD compris entre 1 et 3 à 5 mètres, et un pare-vapeur aurait un SD supérieur à 5 à 10 mètres. Le SD qualifie le comportement à la migration de la vapeur d'eau. Un pare-vapeur en alu, le SD c'est plus l'infini. C'est le même comportement que le verre, rien, disons, la vapeur d'eau ne peut absolument pas le traverser. Donc enregistrer qu'il n'y a pas de définition, donc de toute façon que vous entendiez parler de frein vapeur ou par vapeur, il faut absolument savoir quel est son SD pour savoir comment il se comporte. Je me souviens d'avoir voulu acheter à un marchand de matériaux un frein de vapeur, et je lui pose la question du SD. Il me dit, le quoi ? Le SD, voilà. Je veux savoir si il est très ouvert ou pas fermé, ou très fermé. Et il me dit non, il est hyper ouvert, c'est un frein de vapeur. Et il me dit le SD, alors je lui dis regarde quand même, il dit parce que t'es emmerdant toi. Alors il regarde dans sa doc, il me dit 20 mètres. C'est-à-dire qu'on a là un marchand de matériaux qui vend du frein vapeur à ses clients en disant heureusement que vous êtes venu me voir, vous alliez faire pourrir vos maisons au Saturbois parce que vous alliez utiliser un pare-vapeur trop fermé. Et il vend un pare-vapeur beaucoup plus fermé que certains méchants pare-vapeur qu'on montre du doigt parce qu'il serait trop fermé. Donc enregistrer qu'il y a une valeur qui définit le comportement d'une membrane, c'est le SD. Oui, le SD, on peut expliquer que c'est l'équivalent d'une colonne d'eau qui passerait à travers. C'est pour ça que c'est mesuré en mètres.
L'aluminium, vous pouvez mettre une colonne d'eau de 100 mètres, elle ne passera jamais à travers l'aluminium. Alors qu'un SD de 1 mètre, une colonne d'eau de 1 mètre, elle va passer à travers. Voilà, donc, voilà. Souvent je donne la définition, mais c'est quand j'ai une heure de plus pour. Ouais, non, mais c'est pour, voilà. Pour réfléchir pourquoi on dit 20 mètres ou 1 mètre. Voilà, voilà. Donc plus exactement, c'est des mètres d'air immobile. Voilà. Donc 20 mètres. Un SD de 20 mètres, par exemple, le fameux frein vapeur de mon marchand de matériaux, un SD de 20 mètres, ça veut dire que la vapeur d'eau passe aussi difficilement ce matériau que si elle avait à traverser 20 mètres d'air sec immobile. Voilà. Donc c'est la référence, ou en tout cas, je lui ai dit, t'es bien gentil, mais ton truc pour moi, il y a longtemps que c'est un pare-vapeur. Alors voici le comportement des freins de vapeur ou pare-vapeur à diffusion variable, vous appelez ça comme vous voulez, j'ai noté en dessous qu'il n'y avait pas de définition explicite, il n'y a pas de définition normative, de définition officielle. Donc c'est simplement des matériaux qui sont fermés l'hiver et qui sont ouverts l'été. Et actuellement, il y a 2 produits sous avis technique, donc je les mets en valeur là, parce qu'effectivement, ça aide quand on veut utiliser des matériaux, des produits industriels, le Vario d'Isover et l'Intello de Proclima. Et puis enfin, pour finir, les parois perspirantes, on en entend parler. Donc vous avez utilisé respirant, c'est un terme qu'on utilise aussi, mais si on compare un bâtiment au fonctionnement du corps humain, le respirant, pour moi, correspond plus à la VMC, à la ventilation, voilà, où on a des billes importants, tout ça. L'échange gazeux qui peut y avoir via les parois, qui correspond à un échange au fonctionnement de notre peau, on utilise plus, donc dans cette approche corporelle, le terme de perspiration, et donc on utilise plus maintenant le terme de paroi perspirante. Alors c'est quoi? C'est simplement que ce sont des acteurs qui jouent finement avec l'ensemble de ces comportements des matériaux, entre autres avec le fait qu'il y ait des matériaux hygroscopiques pour améliorer le confort intérieur et améliorer la performance intérieure, entre autres vis-à-vis du confort d'été. Donc on joue avec des matériaux à changement de phase, donc des matériaux hygroscopiques, et effectivement, on évite d'avoir des matériaux trop fermés à la vapeur d'eau. Donc, c'est ce qu'on faisait avant, mais je veux dire, c'était pas forcément conscient, c'est parce que l'ensemble des matériaux anciens étaient hygroscopiques et ouverts à la migration de la vapeur d'eau. Voilà, c'était pas conscient, mais il faut savoir que le patrimoine qui a plus de 100 ans, il est forcément fait avec des matériaux hygroscopiques et ouverts à la migration de la vapeur d'eau. Alors simplement une dernière information. Eh bien, dans les conclusions, il faut utiliser des matériaux ouverts à la migration de la vapeur d'eau et éventuellement capillaires. Alors simplement, il faut savoir que quand même, quand on veut améliorer un bâtiment, c'est pas par plaisir que je le dis, je suis pas vendeur d'isolant, mais quand même, isoler une paroi, quand on veut l'améliorer, c'est sacrément aidant. Donc, on va être extrêmement tenté, dans les années à venir, de mettre de l'isolant, de remettre de l'isolant sur nos parois. Donc, par rapport à ça, pour ne pas contrarier le fonctionnement hygrométrique originel, eh bien, on va avoir des exigences supplémentaires que celles qu'on a jusqu'à maintenant vis-à-vis des matériaux, que ce soit des matériaux de parement ou des isolants. Et là, je vous présente, par exemple, le comportement des isolants à la vapeur d'eau, en vous disant que être ouvert ou fermé n'est pas en soi un avantage ou un inconvénient. Ça dépendra de la situation. Donc vous avez des matériaux qui sont très ouverts à la migration de la vapeur d'eau, c'est le cas de la laine minérale, de la ouate de cellulose, de la laine de chanvre, la laine ou les fibres de bois, la botte de paille, la mousse minérale. Vous avez des matériaux qui sont peu à très peu perméables à la vapeur d'eau, panneaux de liège, polystyrène extrudé, panneaux de polyuréthane, polystyrène expansé. Et vous avez des matériaux qui ne sont pas du tout ouverts à la migration de la vapeur d'eau, le verre cellulaire. Là, vous n'avez pas le choix. Il y a des situations techniques, entre autres en isolation de toiture terrasse, où on est sacrément intéressé d'avoir un matériau qui est complètement fermé. Parce que, je ne sais pas si vous les avez en sinistre, mais il y a des déposes d'isolation où on a du polystyrène qui est plein d'eau. Voilà. C'est pourquoi, parce qu'effectivement, le polystyrène, il n'est pas ouvert à la migration de la vapeur d'eau, mais il n'est pas complètement fermé. Ça veut dire que sur 30 ans, eh bien, ça passe un petit peu. Et vu qu'il y a une membrane d'étanchéité au-dessus, je dirais, la flotte, elle peut pas sortir par le haut. La flotte ou la vapeur d'eau. Caractéristiques hygrométriques des isolants, eh bien, vous avez des matériaux qui sont hygroscopiques et capillaires.
Donc quelque part, je vais dire, c'est des matériaux qui permettent de faire une paroi qui fonctionne comme les parois anciennes. C'est la ouate de cellulose, la laine de chanvre, la botte de paille, les panneaux de fibre de bois, la mousse minérale. Le problème, c'est que le comportement capillaire et hygroscopique, surtout le comportement capillaire, est peu renseigné. Parce qu'il est complexe à renseigner, qu'on n'a pas l'habitude de le renseigner. Voilà. Donc je mets bien des matériaux plus ou moins hygroscopiques et plus ou moins capillaires. Et dans des situations très complexes, il faudra vraiment choisir des matériaux très capillaires. Et vous avez des matériaux qui sont ni hygroscopiques, ni capillaires. Et là encore, ils peuvent être, dans certaines situations, intéressants. Je dirais une isolation de sol. Si jamais il y a de l'humidité en dessous de l'isolation, on n'a pas spécialement envie que la flotte remonte. Vous voyez, donc là encore, on ne peut pas dire que ce soit positif ou négatif, ça dépend de la situation. Et sinon, là, on peut dire effectivement que c'est plus positif ou négatif. Vous avez des matériaux qui sont putrescibles et altérables, là c'est la fragilité. Donc, si vous êtes intéressé par la mise en œuvre de la ouate, de cellulose, de la laine de chanvre, des panneaux de fibre de bois, de la botte de paille, il faut effectivement maîtriser ces sujets. Et vous parliez tout à l'heure d'un chantier expérimental sur lequel on a travaillé ensemble, donc l'auxiliaire en tant que partenaire, et moi j'étais missionné par le ministère de l'équipement, PUCA plus exactement, sur le projet. Eh bien, c'était la première commande publique de maisons en paille et la première commande publique de maisons en béton de chanvre. Et on avait besoin de savoir si ça fonctionnait dans le temps. Et donc, il y a eu plein de testeurs dedans pour voir si, effectivement, le taux d'humidité n'était jamais trop élevé ou trop durable à l'intérieur de ces parois. Parce que, quand le matériau est sensible et fragile, il faut plus maîtriser, et les conditions, il faut jamais croiser les conditions qui permettent au matériau de pourrir. Donc, vous avez des matériaux putrescibles, non putrescibles, mais altérables. Vous avez des matériaux non putrescibles et très peu altérables. Et vous avez un matériau non putrescible et non altérable. Voilà. Donc vous voyez que les matériaux, les isolants, premièrement, c'est pas spécialement bien d'être ouvert à la vapeur d'eau ou fermé, ça dépend de la situation. Capillaire, hygroscopique, ça dépend de la situation. Et on va composer avec l'ensemble de ces comportements physiques des matériaux pour finalement oser intervenir sur la diversité des parois qu'on va avoir isolées dans les années à venir. Alors simplement, pour finir, parce qu'il faut bien que tout le monde vive, et vu que j'ai coécrit 2 ouvrages, je vous propose 10 secondes de pub. On a fait le tour du sujet, je vous remercie, et maintenant on a, j'espère, un peu de temps pour échanger. Merci.